Ricard, bonjour. Bonjour. Dites-moi, comment est-ce qu'un homme qui est né, qui a grandi sur un ranch en Colombie-Britannique devient un francophile dans l'Est ontarien? Comment est-ce que vos origines ou votre jeunesse a influencé l'homme que vous êtes ou que vous êtes devenu aujourd'hui? Bon, j'ai tombé dans la potion magique quand j'avais à peu près 4 ans. 2 étés de suite, ma mère qui travaillait à l'époque avait embauché une gardienne qui ne parlait pas un mot d'anglais. Or, elle parlait bien français. Alors, pour manger, moi et ma sœur avons appris le français. Et depuis, bon, je faisais mes cours à l'école primaire comme tout le monde, mais j'étais toujours un des premiers en français, sinon le premier. Et ça a continué jusqu'à ce que les gens me disent, ben, tu devrais peut-être aller étudier à Montréal. McGill était suggéré. Je suis allé avec le motif d'apprendre le français. Ça peut paraître bizarre, mais dans les universités anglophones, il y a toujours un bon département de français. Alors là, et à l'université Carleton, j'ai pu parfaire mon français et mon premier emploi de professionnel, c'est-à-dire post-diplômé, était agent de probation et c'était au début de l'époque où le gouvernement de l'Ontario commençait à exiger le français dans l'Est ontarien. Là, j'ai retenti à Cornwall et depuis, je n'ai pas regardé derrière beaucoup. J'ai resté dans l'orbite Est-ontarien, Ouest-québécois. Il y a apprendre le français et il y a défendre le fait français. Oui. Et vous, à un moment donné, vous avez choisi de faire cette étape de plus, de défendre le fait français, l'école secondaire de langue française à Cornwall, la signalisation bilingue sur la route 17. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette étape de plus, si vous voulez? Oh, des amitiés, aussi le fait que, ayant investi beaucoup dans le français, c'est-à-dire des années sur les bancs d'école à étudier le français, avoir eu des professeurs et des collègues francophones, je me suis dit, c'est pas normal que, exemple, mes clients de service de probation à Cornwall n'aient pas accès à une école entièrement française. Il y allait à une école bilingue, l'école Saint-Laurent ou St. Lawrence High School. Et puis, il y avait des gens qui ont décidé de contester ce fait. Et je me suis joint au mouvement. Et ça, c'était parmi les premières armes de défense véritables de la langue française. Mais ça a été étendu à des choses qui se sont vécues à Alfred par la suite. Et ensuite, plusieurs années plus tard, évidemment, Montfort. Mais c'est peut-être un peu politique aussi. J'ai été membre du nouveau Parti démocratique et la plupart des membres du NPD dans l'Est ontarien étaient peut-être pas aussi francophiles que moi, mais étaient francophiles en général, ou francophones. Et puis, le député de Cornwall, par exemple, était un Hollandais qui défendait les francophones dans différents dossiers comme l'école secondaire ou la route 17. Mais comment on vous percevait? Parce que, bon, c'était clair que vous étiez anglophone, vous avez quand même un petit accent. Oui. Ben, il y avait des gens qui étaient méfiants. Il y avait un ami à l'époque qui n'était pas un ami vraiment. C'était une autre militante dans la politique. Et puis, elle avait des doutes sur moi, je suis persuadé. Mais on a resté des fois en contact, plus récemment, plus intensément. Et je pense que ces doutes-là se sont évaporés. Mais la plupart des gens étaient contents d'avoir un allié, surtout un allié de l'autre bord. Bien, justement, est-ce que c'est important d'avoir un anglo de son bord quand on est francophone de l'Est ontarien? Ça fait pas de tort. Disons que moi, surtout, je suis d'origine écossaise et ce qui domine dans les comtés Stormont, Dundas, Glengarry, c'est les Écossais. C'est pas vraiment une culture anglaise. D'ailleurs, il y avait beaucoup de francophones dont je me souviens à des endroits comme Greenfield, qui parlaient, quand ils parlaient anglais, les francophones, ils disaient, I was after going to the store. Mais ça, c'est un accent écossais, Gaelic Highland. Oui. Et puis, les Highlanders, généralement, sont assez bien disposés aux Français. L'Écosse était l'allié de la France pendant 600 ans, et les gens se souviennent. Alors ça, là, qu'un Écossais défende le français était peut-être considéré naturel. Or, si j'étais pur anglais, les soupçons auraient été plus grands.
Monsieur Gare, vous êtes également connu comme Monsieur Transport 2000, n'est-ce pas? Oui. Vous avez défendu et travaillé pour les transports en commun partout au Canada, en particulier pour les trains. D'où vient cet intérêt pour les trains système ferroviaire? Deux choses. La famille de ma mère avait beaucoup d'acquaintances avec Canadien Pacifique parce qu'il était non seulement des ranchers, mais il était dans le tourisme. Hein? L'expression dude ranch vous rappelle quelque chose, tu sais, des gens de la ville qui viennent au ranch pour se mettre au vert. De même, il y avait des permis de guide de chasse et il travaille encore avec Canadien Pacifique pour faire venir des passagers jusqu'au ranch. Mon père était officier de logistique de l'armée canadienne et encore, il travaillait avec les chemins de fer et parfois je voyageais avec lui dans des trains de l'armée. Alors, avec tout ça, j'ai formé un intérêt assez jeune pour les chemins de fer, surtout pour ce qui est du côté passager. Mm-hmm. Le grand rêve, je pense, c'était une ligne de TGV entre Québec et Windsor. On est rendu en 2010-2011 et ça semble que le projet est mort. Est-ce qu'il l'est, pensez-vous? Non, il n'est pas mort. C'est comme anesthésié. Hein? C'est qu'on l'anesthésie avec des études. Je crois qu'on est au 12e étude actuellement. On attend les résultats bientôt. Comme les autres études, ça va dire, bon, c'est une très bonne idée, faisons-le. Et Air Canada va débarquer avec ses alliés au Parlement, faire du lobbying. Et tout probablement, bon, je ne souhaite pas malheur au projet du TGV, mais quand on connaît la férocité du lobby qui a été monté dans le passé, j'ai des doutes. Il faut dire que le projet pourrait être stimulé par l'attitude de M. Barack Obama, qui commence à investir des milliards dans les trains à grande vitesse. Alors, si on voit paraître un train à grande vitesse à Montréal, mais à partir de New York, ça peut-être gêner un peu les autorités. Mais il n'y avait pas que le lobby aérien, il y avait le lobby interne au gouvernement. On se souvient que M. Paul Martin, qui a des origines windsoroises, je crois, était PDG avant de l'entreprise Voyageurs Autobus. Et lui, il n'était pas pour investir en tant que ministre des Finances dans une entreprise qui concurrencerait une ligne d'autobus. Monsieur Gare, j'ai toujours voulu savoir, un adepte des transports en commun comme vous, qu'est-ce que vous conduisez comme voiture? Actuellement, c'est un Hyundai Accent. Et quels sont les souvenirs que vous allez garder de l'Outaouais et de l'Est ontarien? Ben, beaucoup des gens, beaucoup des rencontres avec toutes sortes de monde, que ce soit en réunion, assemblée ou en entrevue. Des personnages hauts en couleur parfois, comme Gisèle Lalonde ou encore comme le maire de Castleman ou le maire de Rockland ou la mairesse de Hawkesbury. Ce sont tous des gens que j'ai rencontrés et que j'apprécie. Eh bien, M. Gare, merci beaucoup et on vous souhaite bon succès là-bas. Ben, merci beaucoup.